Quand enfin le jour parut, le soleil était levé depuis 1 heure, et le vent n'était plus qu'une brise très modérée, et la mer était comparativement calme. Cependant, notre navire n'était plus qu'une bûche, roulant, ça et là, à la merci de chaque lame. En regardant mes camarades autour de moi, je vis que Peters vivait encore, bien qu'il eût autour des reins une grosse corne, serrée si cruellement qu'il avait l'air presque coupé en deux. Aussitôt que je bougeais, il me fit un geste faible de la main en me désignant la corde. Auguste ne donnait aucun symptôme de vie, et il était presque plié en deux en travers d'un éclat du guindeau. Quand il me vit remuer, Parker me parla, me demandant si j'avais encore assez de force pour le délivrer, et disant que si je voulais bien le délier, nous pourrions encore sauver nos vies, mais qu'autrement, nous péririons tous. Je pris mon canif, je parvins à me débarrasser de mes amarres, je coupai toutes celles autour de Parker, puis nous nous dépêchâmes de défaire la corde de Peters. Auguste, une fois délié, revint à lui, mais sans trouver la force de parler. Nous assîmes tous les 4, en nous serrant et en nous appuyant l'un contre l'autre, en nous aidant les cordes rompues du guindeau. Il n'y avait rien à faire. Nos principales Je pense souffrances c'était maintenant la faim étaient et maintenant la soif, absorbant la tous autres faim. soucis et considérations. et la soif. Bien décidément, il fallait donc renoncer à toute espérance. Et je pus voir dans les physionomies de mes camarades qu'ils avaient pris leur parti de mourir. Nous passâmes le reste du temps dans la plus terrible angoisse morale et physique qui se puisse imaginer. 6 jours interminables passèrent sans goûter d'aucune nourriture ni boire d'aucune boisson. Si j'étais moins amaigri. Si j'étais moins amaigri et avais conservé à un degré surprenant les facultés de mon esprit, je n'avais toutefois jamais vu et je désire ne jamais revoir des êtres humains aussi complètement émaciés que Peters et Auguste. Ils étaient complètement accablés et semblaient tomber dans une sorte de seconde enfance. Parker avait un air de tranquillité et un sang-froid que je ne lui avais encore jamais vu. Et avant qu'il eût ouvert la bouche, mon cœur m'avait appris ce qu'il allait dire. Et il proposa, en termes brefs, que l'un de nous fût sacrifié pour sauver l'existence des autres. Depuis plusieurs jours, certainement, j'avais réfléchi au cas où nous serions réduits à cette épouvantable extrémité, et j'avais pris la résolution secrète d'endurer toute autre espèce de mort plutôt que de souffrir une pareille mort et d'invoquer une pareille ressource. La proposition n'ayant été entendue ni par Auguste ni par Peters, je pris donc Parker à part et le pressai par toutes les espèces d'arguments que me suggéra ce cas suprême d'abandonner son abominable projet et de n'en faire part d'aucun des 2 autres. Il répondit qu'il avait souffert aussi longtemps que la nature le pouvait endurer et qu'il ne pensait pas qu'il était utile que tous mourussent quand il était possible, et même fort probable que, par la mort d'un seul, les autres fussent définitivement sauvés. Là-dessus, il tira un couteau de sa poche et m'empoignant à la gorge, il fit quelques efforts pour me frapper à l'estomac, cependant que je le poussais jusqu'au bord du navire. Peters nous sépara, demandant le sujet de la querelle. Parker le lui dit, avant que j'eusse trouvé un moyen de l'en empêcher. L'effet de ces paroles fut beaucoup plus terrible que je ne m'y étais attendu. Auguste et Peters s'accordèrent avec lui
et insistèrent pour mettre sa terrible pensée à exécution. Il devenait indispensable pour moi de pourvoir à ma propre sécurité dans la terrible tragédie qui allait maintenant se jouer vivement. La seule méthode qui fut à notre disposition était de tirer à la courte paille. De petits éclats de bois pouvaient parfaitement remplir le but proposé. Et il fut convenu que je tiendrais les lots. Le moment le plus cruel de ce terrible drame, le plus plein d'angoisse, fut pendant que je m'occupais de l'arrangement des esquilles de bois. Mes doigts me refusèrent absolument leur concours, et mes genoux claquaient violemment l'un contre l'autre. Je fus rappelé à moi-même par la voix de Parker qui me supplia de les tirer de la terrible inquiétude qu'ils enduraient. Je tendis vers eux les esquilles de bois, Peters tira le sien. Il était libre. J'avais maintenant une chance de plus contre moi. Auguste tira à son tour. Il était libre également. Et maintenant que je dusse vivre ou mourir, les chances étaient précisément égales. Je sentis contre Parker la haine la plus féroce et la plus diabolique. Mais ce sentiment ne dura pas. Et, tendant vers lui les deux esquilles de bois, je fermai les yeux en respirant convulsivement. Il s'écoula bien 5 bonnes minutes avant qu'il pût se résoudre à tirer son morceau. Et durant ce siècle d'indécision, je n'ouvris pas une seule fois les yeux. Un des morceaux fut vivement tiré de ma main. Le sort était décidé. Personne ne disait un mot, et je n'osais pas éclaircir mon incertitude en regardant le morceau qui me restait. À la fin, Peters me prit par la main, et je me forçai de regarder. Mais je vis tout de suite, à la physionomie de Parker, que j'étais sauvé, qu'il était la victime désignée, et, pour ainsi dire, comme auteur de la proposition, son propre meurtrier. Il ne fit aucune résistance, et, frappé dans le dos par Peters, il tomba raide mort sur le coup. Je n'insisterai pas ici sur le terrible festin qui s'ensuivit. Qu'il me suffise de dire qu'après avoir, jusqu'à un certain point, apaisé dans le sang de la victime la soif dévorante qui nous enrageait, et après avoir, d'un commun accord, détaché les mains, les pieds et la tête que nous jetâmes à la mer avec les entrailles, nous dévorâmes le reste du corps morceau par morceau durant les 4 jours à jamais mémorables qui s'ensuivirent, 17, 18, 19, 20 juillet.